Cela fait partie de la stratégie visant à contenir la Chine. Il est très clair que la Chine monte en puissance très rapidement et qu'elle devient une alternative aux États-Unis et à l'Allemagne. L'ascension de la Chine est très différente de celle de l'Union soviétique. L'Union soviétique était beaucoup plus contenue. Son rôle sur la scène internationale était très différent, notamment dans le domaine politique. Passons peut-être maintenant à la suite de notre discussion et parlons un peu plus de votre travail sur votre propre chaîne, Global Left Perspective, que vous essayez de développer. Votre chaîne est sur le point d'atteindre les 100 000 abonnés et vous avez accueilli une grande variété d'invités et de penseurs du monde entier. Quelle est votre motivation principale et quelle perspective vous intéresse le plus? Nous avons toujours été intéressés par un dialogue mondial, étant donné que nous vivons dans un monde globalisé et que ce sont les grandes entreprises, les grands acteurs économiques, dont les voix se sont mondialisées bien davantage. Et d'une certaine manière, l'ironie que la gauche, qui est généralement plus internationaliste, ait perdu ses espaces. C'est l'une des raisons qui nous pousse à instaurer un dialogue mondial où nous pouvons nous détacher de nos cadres nationaux et nationalistes et réfléchir à la justice d'un point de vue plus neutre, ou ce qu'Adam Smith aurait appelé le spectateur impartial. Voilà donc l'un des objectifs. Bien sûr, l'Inde est importante, étant donné que c'est le pays le plus peuplé, et que nous avons très peu de médias progressistes indiens qui se concentrent sur la politique mondiale. Même ceux qui le font ne sont pas progressistes, et ils n'interviennent effectivement pas dans la politique mondiale. Ce qu'ils font, c'est intervenir dans les débats mondiaux à travers une position nationaliste indienne. C'est donc le centre des rares médias indiens qui s'intéressent à la politique mondiale. Nous avons pensé qu'il y avait là un énorme vide à combler. En ce qui concerne le dialogue avec un large éventail de personnes, nous nous considérons comme faisant partie, faute de meilleurs termes, des médias alternatifs progressistes, qui remettent en question les récits dominants. Nous ne nous considérons pas comme étant seuls dans cette démarche. Ce que nous essayons de faire, c'est de suivre la plupart des médias progressistes et d'observer ce qu'ils font, puis d'y ajouter quelque chose de nouveau. Bien sûr, il nous arrive parfois de devoir faire appel aux mêmes intervenants en raison des conditions du marché, des algorithmes et de l'accessibilité qui exigent d'inviter des voix similaires. Mais même lorsque nous faisons appel aux mêmes personnes, nous essayons de poser des questions différentes. Non pas parce que nous pensons que nos questions sont les plus importantes, mais parce que nous pensons que cela apporterait une perspective différente à cet espace partagé dont nous faisons partie. Oui, je pense que c'est là où nous en sommes. Oui. Je voudrais revenir sur cette interview que vous avez réalisée avec John Mearsheimer, car l'une des choses que j'ai beaucoup appréciées, c'est que vous avez su le contredire. Je veux dire, vous vous êtes concentré sur un point où, selon moi, John Mearsheimer, qui, je dois le dire, est une personne que je respecte énormément parce que je le perçois comme très intellectuellement honnête dans la manière dont il reste fidèle à ses théories, et aussi parce qu'il a le courage, par exemple, d'écrire un livre entier et d'assumer sa position sur le lobby israélien. Je veux dire, ça mérite vraiment beaucoup d'éloges, mais en même temps, il semble avoir une sorte d'angle mort lorsqu'il s'agit de la Chine ou de l'Inde, sur lequel vous avez travaillé et que vous avez abordé avec lui. Quelle a été votre principale conclusion de cette discussion que vous avez eue avec lui?
Oui, je pense que le point clé dans cette section, je veux dire, c'était une longue interview couvrant différents sujets. Mais dans le segment dont vous parliez, je pense que la différence essentielle est la suivante. La présence des États-Unis en Asie crée-t-elle une polarisation accrue qui fait dégénérer les conflits frontaliers ou les différends territoriaux en un conflit beaucoup plus vaste d'intérêts stratégiques? Ou bien est-ce que ces États asiatiques ne s'acceptent pas mutuellement, sont perpétuellement en guerre les uns contre les autres, et ce sont les États-Unis qui interviennent pour tenter d'instaurer, en quelque sorte, un ordre policier dans la région? Et je pense que nous avons adopté deux positions différentes. Notre position était que, et nous avons discuté de certains cas. L'Inde et la Chine. Nous avons abordé le cas de Taïwan, qui est complètement différent, et nous avons brièvement évoqué le Japon, mais nous n'avons pas pu entrer dans les détails. Mais notre position est que, même si la Chine et le Japon ont des conflits au sujet des îles Senkaku ou Diaoyu, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas coexister. Ce qui constitue un obstacle bien plus important, c'est le stationnement de 50 000 soldats à Okinawa et sur plusieurs autres bases au Japon. Et il ne s'agit pas seulement du Japon, il y en a en Corée, cela descend jusqu'aux Philippines, y compris Guam, et même jusqu'en Thaïlande. Il existe de nombreuses bases que les États-Unis entretiennent, qui regroupent plus de 100 000 membres des forces armées américaines. Et cela crée un immense encerclement, ce qui aggrave ces conflits. Et la raison pour laquelle nous disons cela, c'est qu'en Asie centrale, où la présence des États-Unis est bien moindre et qui était autrefois tout aussi conflictuelle, la Chine et les États d'Asie centrale ont pu résoudre ces différends de manière beaucoup plus pacifique. Et John Mearsheimer, le professeur Mearsheimer, avait un point de vue différent. Il pense que, d'une certaine manière, ces États asiatiques ne peuvent pas gérer leurs conflits eux-mêmes, et que les États-Unis devraient donc être présents en tant que force de police. Cela rejoint également son idée de contenir la Chine. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il pense que la Chine devrait être contenue et non les États-Unis. Même si, selon sa théorie, les grandes puissances seront toujours en conflit, pourquoi les États-Unis ne devraient-ils pas être contenus plutôt que l'inverse? Je veux dire, à part pour une cause nationaliste, je n'ai jamais compris. Mais c'est à mon sens le cœur de notre désaccord. Oui, si je le comprends bien, sa réponse serait probablement que non. Si la Chine avait le pouvoir, elle essaierait de contenir les États-Unis. Mais comme ce n'est pas le cas, il est toujours dans l'intérêt des États-Unis de le faire. Mais c'est justement là que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais pourquoi pensons-nous? Mais alors la question est, pourquoi favorisons-nous les États-Unis? Je veux dire, même si c'est un autre aspect du débat, il n'y a aucune preuve que la Chine essaiera de contenir. Oublions les États-Unis. Regardez l'histoire du Japon et de la Chine. En 1000 ans d'histoire, la Chine n'a jamais conquis le Japon. L'expansion japonaise remonte aux années 1590, puis de façon massive à partir de 1895, lorsque la guerre sino-japonaise a conduit à la prise de Taïwan par le Japon au détriment de la Chine. Ensuite, en 1931, le Japon a envahi le nord-est de la Chine, a pris le contrôle de la Mandchourie et a établi le Manchukuo. De nouveau, il a envahi en 1937. Puis nous sommes entrés dans l'ère de la guerre froide, où le Japon a été directement absorbé dans l'Empire américain. C'est donc une autre discussion, savoir si nous avons la moindre preuve que la Chine chercherait à rivaliser. Mais ma question est, même s'il n'y a aucune preuve, je ne pense pas que cela arriverait. Nous vivons à une époque de nationalisme extrême. Je veux dire, imaginez le simple fait d'évoquer la prise de contrôle d'un aéroport en Ouganda parce que certains paiements de dette n'avaient pas pu être remboursés a provoqué un tollé massif.
et les Chinois ont dû faire marche arrière. Et puis, pensez à la Chine envahissant le Japon. C'est tout simplement absurde, inimaginable même, de penser à cela à l'ère de l'hypernationalisme. Mais la question demeure. Même si l'on pensait que la Chine essaierait de contenir les États-Unis, pourquoi serait-il juste de dire que nous devrions préférer que les États-Unis contiennent la Chine plutôt que l'inverse? Je dois dire qu'il faut avoir deux lignes d'argumentation. Soit vous dites « je suis nationaliste », c'est-à-dire nationaliste américain, soit vous dites « je pense que le système américain est meilleur que le système chinois ». Et dites-moi, George Ducka. Yeah, I think it's weak on either ground. no, and don't get me wrong. I mean, I don't share that point of his. Et ne vous méprenez pas. Je veux dire, je ne partage pas son point de vue. What I believe is that he Bien sûr, bien sûr. doesn't think about it in terms Ce que je pense, c'est qu'il ne réfléchit pas en termes de ce qui est mieux ou pire, mais plutôt en fonction de ce qui, dans la dynamique de pouvoir, a le plus de sens pour ces États. Donc je ne pense pas que ce soit une prescription morale. Je pense qu'il croit que c'est la manière la plus rationnelle pour les États-Unis d'aborder la Chine. Parce que selon sa théorie, ne pas s'engager avec la Chine n'est pas possible pour une grande puissance. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut interagir, n'est-ce pas? Somehow you need to interact, right? I mean, it's unthinkable that these two. Je veux dire, il est impensable que ces deux-là coupent complètement, vous savez, tout lien et toute connexion. Mais l'angle mort que je remarque aussi, c'est la façon dont cela a été présenté, comme si l'ascension de la Chine était en fin de compte une erreur de la politique étrangère des États-Unis, d'avoir permis à la Chine de s'élever. C'est quelque chose que je rencontre également beaucoup en Europe. Et je m'interroge sur votre point de vue à ce sujet. Le fait que, vous savez, les Européens et les Euro-Américains considèrent tout comme un facteur, un résultat de leurs propres actions. L'Inde, la Chine et d'autres peuvent-ils à un moment donné contester cette perception? Push back against this perception? I mean, they've been pushing back against this perception. I mean, there is a Je veux dire, ils ont toujours résisté à cette perception. Il y a une longue histoire derrière cela, qui commence avec les mouvements de résistance anticoloniaux et ainsi de suite. Même pendant les années postcoloniales, ces pays n'ont cessé de dire « ne nous faites pas la leçon. Si vous voulez proposer des suggestions constructives, très bien, mais ça s'arrête là. Partez. » Mais je pense qu'il s'agit d'un état d'esprit qui consiste à donner des leçons aux autres. Concernant l'idée que les États-Unis ont permis à la Chine de s'élever, il y a là aussi une longue histoire à explorer. Mais je pense que c'est une idée erronée. La Chine a joué un rôle tout aussi important en permettant une plus grande croissance aux États-Unis. Et cela s'est fait au détriment des Européens. Je veux dire, la croissance en Europe après les années 1990 a ralenti précisément parce que, premièrement, la Chine a émergé, enfin c'est plus complexe que cela, car les industries allemandes connaissaient aussi une croissance importante en exportant beaucoup de machines et de pièces au départ. Maintenant, certaines de ces exportations ont été remplacées par la production chinoise elle-même. Mais dans l'ensemble, la croissance durant la phase néolibérale en Europe a ralenti parce qu'il y avait une interdépendance entre les États-Unis et la Chine. Mais cela a aussi permis aux États-Unis de maintenir leur hégémonie grâce à la montée de leur puissance financière. Ainsi, dans les années 90, au début des années 90, les banques américaines étaient très petites. En fait, les banques américaines étaient de nature très locale. C'est en 1995 que la véritable loi sur la banque et l'implantation interétatique a été adoptée, permettant aux banques locales de devenir nationales et de grandir. Tout cela a abouti en 1999 à l'abrogation du Glass-Steagall Act, qui a permis aux banques commerciales de fusionner avec les banques d'investissement et les compagnies d'assurance. Cela a conduit à l'émergence de toutes ces institutions gigantesques, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup et ainsi de suite, qui ont dominé le monde.
so on and so forth that dominated the globe. And it's not just the banks, it's also the... Et il ne s'agit pas seulement des banques, mais aussi des institutions non bancaires. Ainsi, aussi tard qu'en 1993, il n'existait pas de classe d'actifs alternatifs significative. Il n'y avait pas de véritable marché du capital risque, pas de gestionnaire de fonds spéculatifs actifs et pas de capital investissement significatif. On observe donc une montée en puissance impressionnante de BlackRock et Vanguard, de différentes sociétés comme Citadel LLC, de ces gestionnaires de fonds spéculatifs, du capital investissement et du capital risque dans la Silicon Valley, précisément parce qu'ils ont pu surfinanciariser. Et une partie de la raison pour laquelle ils ont pu surfinanciariser, c'est que les exportations chinoises, exportations de capitaux, signifiaient que tous les actifs de réserve de la Chine étaient investis sur le marché des bons du Trésor, ce qui permettait aux États-Unis d'emprunter facilement et à moindre coût sur le marché international, ce qui leur a permis de repousser les taux d'intérêt. Sans la baisse de ces taux d'intérêt, la puissance financière n'aurait pas pu s'étendre, ni dominer le monde. Peut-être que nous n'aurions pas connu la crise financière mondiale, c'est une autre hypothèse contrefactuelle, mais vous n'auriez pas vu des gestionnaires d'actifs de 10 000 milliards de dollars comme BlackRock et Vanguard, ou d'énormes entités d'entreprises comme les Magnificent Seven, et ainsi de suite. Sans cette transformation, où l'exportation de biens chinois moins chers maintenait l'inflation à un niveau bas, la Fed pouvait continuer à baisser les taux d'intérêt. Et les États-Unis pouvaient bénéficier de cette capacité d'emprunt inhabituelle, ce qui leur a permis d'adopter autant de mesures de relance budgétaire, chose que les Européens ne pouvaient pas se permettre. Et une partie de la raison pour laquelle la croissance européenne a ralenti, c'est bien sûr qu'ils ne pouvaient pas dominer la finance comme les États-Unis l'ont fait. Mais l'autre aspect, c'est qu'ils ne pouvaient pas compter sur la relance budgétaire comme les États-Unis pouvaient le faire. Et les États-Unis pouvaient le faire grâce à leur accès facile aux réserves étrangères provenant de Chine et aux biens moins chers venant de Chine. Il est donc tout à fait ridicule de dire que nous avons permis à la Chine. Même si vous lui avez permis de s'élever, vous l'avez fait parce que c'était dans votre intérêt. Vous êtes devenu la puissance financière du monde, ce qui a rendu la domination possible, non plus par les biens industriels, mais par la finance. Cette perception, cependant, est quelque chose qui, selon moi, va persister dans un avenir prévisible aux États-Unis et en Europe. D'une certaine manière, le reste du monde doit composer avec le fait que ces deux entités, ou ces deux sphères de la politique mondiale, sont tellement centrées sur elles-mêmes. Maintenant, en nous basant sur l'analyse que vous venez de donner, que pensez-vous de l'approche actuelle des États-Unis, qui consiste essentiellement à prendre un marteau-piqueur et à démolir les fondations mêmes qu'ils ont eux-mêmes construites sur les marchés financiers mondiaux? Quel est votre avis? Je veux dire, il est difficile de prédire où cela mènera, car il y a tellement de conflits différents, et il est difficile d'estimer quel camp l'emportera. Mais nous pouvons dire ceci, cela fait partie de la stratégie visant à contenir la Chine. Il est très clair que la Chine monte en puissance très rapidement et devient une alternative à l'hégémonie américaine. Et la montée de la Chine est très différente de celle de l'Union soviétique. L'Union soviétique était beaucoup plus contenue. Son rôle sur la scène internationale était très différent, principalement dans le domaine politique. Sur le plan économique, le succès de l'Union soviétique était limité à sa sphère domestique. Mais ce n'est pas le cas de la Chine. La Chine crée des systèmes de paiement alternatifs, des réseaux sociaux alternatifs, des modèles d'investissement Internet alternatifs. Bien sûr, elle est un leader dans le commerce et l'industrie. Et donc, ça représente un immense défi.
a huge challenge. Some of the challenges are, of course, Certaines des difficultés sont, bien sûr, mal comprises. Par exemple, je ne pense pas que la Chine puisse un jour rivaliser avec les États-Unis en matière de puissance financière, car il n'existe pas de classe financière en Chine. La bourse y est fortement réprimée, en raison de la part massive détenue par les institutions financières d'État. Il n'y a pas de gestionnaires de fonds spéculatifs, ni d'acteurs du capital investissement, etc. Tout cela est contrôlé. Le sommet du capital est très fortement contrôlé par l'État. Ils n'ont donc pas ces alternatives. Mais en ce qui concerne les infrastructures réelles, ils disposent de ces alternatives. Je pense donc que la raison pour laquelle nous assistons à cela est très claire. Il s'agit de contenir la Chine. Mais dire où cela mènera est très difficile, car il existe tout simplement trop de conflits d'intérêts. Je veux dire, la raison pour laquelle, malgré le mandat massif grâce auquel Trump est arrivé au pouvoir, même lui a été forcé de mettre ses guerres tarifaires agressives en veilleuse avec le reste du monde, c'est parce que les vigilantes obligataires avaient réagi de manière très réactive. Et personne n'est au-dessus d'eux. Même le président Trump est sorti et a dit qu'il écoutait le marché obligataire. C'est une situation difficile. Ils sont très difficiles à contenir. Je veux dire, les vigilantes obligataires disent, regardez, PIMCO et d'autres, et on ne sait pas, de gros acteurs sur le marché londonien, ainsi que les banques centrales en Chine. Je veux dire, une hausse de 50 points de base du taux d'intérêt. Le rendement du Trésor à 10 ans, ce qui s'est produit pour la première fois depuis de nombreuses années, signifie des milliards et des milliards de dollars, même 2000 milliards de dollars, dont les États-Unis ont besoin chaque année pour combler leur déficit budgétaire. Oubliez les milliers de milliards de dollars, soit 130% du PIB en dette que le pays a déjà, ce qui signifie qu'une hausse du rendement des bons du Trésor a bien plus d'impact que la caricature qu'Elon Musk et Doge font en prétendant économiser peut-être 100 milliards ou 60 milliards. Je veux dire, leurs chiffres changent tout le temps, mais ce ne sont que des cacahuètes. Une hausse de 10 points de base du rendement des bons du Trésor compense largement tous ces efforts. Donc, on ne peut pas dépasser les limites imposées par les vigilantes des obligations. Et il y a un élément tout aussi important au sein du marché boursier. Je veux dire, les gestionnaires de fonds spéculatifs et d'autres, vous savez, Ken Griffin de Citadel LLC, disent désormais ouvertement que c'est tout simplement stupide. Et c'était des donateurs républicains. Ils ont dit que c'était tout simplement stupide. Nous ne pouvons pas ramener l'industrie manufacturière comme nous en parlons, car de nombreuses enquêtes montrent que les Américains ne veulent pas faire certains des emplois que les Chinois accepteraient, parce qu'il existe simplement des niveaux de revenus différents. Et même les multinationales, Nvidia et Apple, dépendent énormément de leurs opérations en Chine et à Taïwan. Et ils ne sont pas très satisfaits de cette situation. Enfin, la classe des donateurs du secteur technologique, qui a massivement investi dans la campagne de Trump, des milliers de milliards d'actifs sont effacés à cause de l'incertitude créée par cela. Et ils ne seraient pas contents si cela continue. Je veux dire, la fortune d'Elon Musk a chuté de 20 ou 25%. Lui, il pourrait être satisfait parce qu'on lui accorde des avantages commerciaux supplémentaires, mais les autres ne le seraient pas. Donc, si les actifs de la classe des donateurs ne se redressent pas, il se pourrait qu'il y ait un coup d'État économique contre Trump et que Trump soit évincé du pouvoir. À commencer par les élections de mi-mandat dans 2 ans. Et ensuite, il devra partir. Il devra être remplacé par les démocrates ou par quelqu'un d'autre, ce qui irait dans l'intérêt de ces élites. L'un de mes invités à l'émission, Cameron McGregor, a souligné à quel point la financiarisation de l'économie américaine est devenue totale.
et que le capital du capitalisme a en quelque sorte été aspiré, dans le sens où, selon la théorie capitaliste traditionnelle, le surplus est réinvesti dans l'économie afin de construire des infrastructures, etc., et d'accroître la richesse d'une nation. Mais selon son interprétation, la financiarisation a aspiré tout cela et a tout mis, en gros, dans un casino où l'on peut générer des milliers de milliards. Mais tout cela n'existe que sur le papier, tandis que les infrastructures réelles, elles, s'effondrent, car les États-Unis ne sont plus une puissance industrielle. C'est une puissance financière, mais c'est hautement artificiel. Partagez-vous cette analyse? Et pensez-vous que cette classe de financiers aux États-Unis a réellement une telle influence qu'elle empêchera tout changement systémique dans l'organisation de l'économie américaine? Systemic change to the setup of the US economy. Yes, I think I share the analysis about Je pense partager l'analyse concernant la destruction des infrastructures et le phénomène du casino. Le fait que beaucoup de ces choses sont multipliées sur le papier en augmentant essentiellement les risques, en créant plus d'argent et ainsi de suite, au détriment de la stabilité et des investissements dans les infrastructures réelles et le capital humain. Je crois que là où je pourrais diverger un peu, c'est sur le véritable pouvoir de cette classe financière. Il y a une grande partie de personnes de mon côté, politiquement et économiquement parlant, qui disent que le pouvoir de cette classe financière n'est qu'un tigre de papier, qui ne détiennent en réalité pas tant de pouvoir que ça. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense qu'ils détiennent un pouvoir énorme. Imaginez simplement BlackRock avec 10 000 milliards de dollars. Il n'y a que 2 pays dont le produit intérieur brut dépasse 10 000 milliards de dollars. Il n'y a que 2 pays dans le monde avec un PIB qu'aucune entité unique ne contrôle. Ici, c'est contrôlé par une poignée de personnes. 10 000 milliards de dollars. Ils sont un gestionnaire d'actifs professionnels qui contrôle 10 000 milliards de dollars. Donc, leur décision de déplacer de l'argent d'un endroit à un autre modifie les taux d'intérêt, modifie la politique de la Fed, qu'ils optent ou non pour une baisse des taux d'intérêt. Ils influencent énormément les décisions publiques, les politiques publiques, la destination des investissements, et ainsi de suite. Je veux dire, on peut parler encore et encore de la façon dont ils parviennent à influencer le pouvoir au sein de l'establishment politique et économique. Pensez même à l'arrivée de Trump au pouvoir avec cette victoire écrasante. Une partie de la raison, c'est qu'il a reçu un chèque de 250 millions de dollars d'Elon Musk. Une partie de cela, c'est X. Une autre partie, ce sont les 250 millions de dollars, ce qui signifie que même la politique a été totalement détournée par l'argent. Comment expliquer ce virage ridiculement d'extrême droite de la démocratie, de la politique américaine, sur la question de la Palestine? C'est à cause de l'argent sioniste. Au-delà des intérêts stratégiques, c'est l'argent qui contrôle. Même les universités suivent la ligne du lobby sioniste parce qu'elles détiennent de nombreux actifs qu'elles contrôlent. Donc, je pense que mon évaluation est que cette classe financière est extrêmement puissante. Je ne vois pas de déclin de leur pouvoir. Qu'il y ait ou non un ralentissement économique, je pense qu'il y en aura un. Je veux dire, les États-Unis vont entrer dans une phase de croissance beaucoup plus lente, à moins qu'ils n'inversent la tendance. Mais si la question porte sur le pouvoir de la classe financière, mon évaluation est qu'il continue d'être le groupe le plus dominant et le plus puissant de l'économie mondiale. Et je ne pense pas qu'il existe une alternative. Je ne pense pas que la Chine offre une alternative en termes de classe financière. Pensez-vous que la Chine, en tant que rivale systémique des États-Unis, et peut-être la Russie, dans une certaine mesure, devrait offrir ce type de financiarisation aux marchés mondiaux?
ou est-il essentiel pour eux de ne pas le faire afin de préserver une base industrielle comme ils l'ont fait? Parce qu'en un sens, l'argument est que cette financiarisation a vidé la base industrielle des États-Unis. Je veux dire, la Chine peut fournir des capitaux essentiels au Sud global, et la nouvelle route de la soie en est un exemple. Et je pense que c'est quelque chose dont nous avons besoin parce qu'ils peuvent investir dans les infrastructures, construire des réseaux de transport, créer des emplois grâce à leurs investissements. Je veux dire, tout cela est tout à fait possible. Et je pense que ces choses pourraient émerger. Elle peut aussi prêter de l'argent à des pays qui rencontrent des difficultés de balance des paiements. Ainsi, elle peut apparaître comme une alternative au FMI. Bien sûr, il faudrait du temps pour développer des institutions capables de remplacer le FMI. Le problème, cependant, c'est que ces institutions massives et gigantesques, créées par les États-Unis, les gestionnaires de fonds spéculatifs, les fonds de capital risque, les fonds de capital investissement, ou même les gestionnaires d'actifs traditionnels, les fonds de pension et les fonds communs de placement, n'existent pas du côté chinois. Du côté chinois, ce sont les banques qui contrôlent une grande partie du crédit et qui le dirigent vers les entreprises publiques. C'est tout. Les entreprises dépendent de leur financement interne. Il s'agit donc d'un modèle d'entreprise basé sur l'épargne. Elles réinvestissent leurs profits pour s'industrialiser puis commercer. L'épargne des ménages est très modérée en Chine. Parfois, nous disons un peu trop facilement que la Chine est basée sur l'épargne. En réalité, l'épargne provient des Thurs Simras. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est une explosion massive du crédit à la consommation, une explosion massive du type de marché immobilier qui a été corrélé avec le marché des pensions, et ainsi de suite. Cela a conduit à l'essor de ces institutions gigantesques qui dominent le monde. Donc selon moi, si l'on parle de développement réel, je pense effectivement que les pays des BRICS peuvent s'unir et créer un développement authentique et concret. Mais si l'on parle d'éroder le pouvoir financier, c'est très difficile pour les nations des BRICS. Je veux dire, réfléchissez à l'excédent. Il n'y a que la Chine qui dispose d'un excédent courant significatif. La plupart des pays des BRICS ont des déficits courants. L'Inde possède certaines réserves. En fait, l'Inde a d'énormes réserves, peut-être de l'ordre de 400 milliards. D'où viennent-elles? Pas d'un excédent courant, mais du compte de capital. Et d'où proviennent ces excédents au compte de capital? Des fonds de pension, des fonds communs de placement, de ses propres fonds et du capital risque provenant de l'Occident. Alors, comment l'Inde pourrait-elle financer le reste du monde alors qu'elle-même affiche un déficit du compte courant? Comment le Brésil peut-il fournir du capital essentiel à d'autres alors qu'il dépend lui-même des autres? Il n'y a donc que la RPC qui dispose d'un certain excédent de capital. Mais même cet excédent de capital est canalisé de manière très différente. Ce sont les actifs de réserve. Aujourd'hui, la RPC devient progressivement un acteur majeur dans les flux sortants d'IDE. Ainsi, à travers la nouvelle route de la soie et le développement des infrastructures, il y a beaucoup d'IDE qui sortent. Mais la Chine ne dispose pas de ces institutions capables de remplacer les gestionnaires d'actifs. Et c'est là que je pense que je ne vois pas la Chine prendre le pouvoir financier. Je ne pense pas qu'elle devrait. Je ne pense pas qu'elle devrait s'en soucier, parce que cela a été, comme vous l'avez dit, cela vide vos industries, cela pourrait paralyser vos infrastructures, cela pourrait même mener le Parti communiste à la faillite, cela pourrait même vous éloigner du socialisme. Je veux dire, il y aurait une concurrence féroce. Une partie de la raison pour laquelle, dans les années 90, ils ont avancé très prudemment en maintenant le marché du crédit extrêmement réprimé, c'est qu'ils savaient qu'au moment où ils libéraliseraient complètement le compte de capital, il y aurait ces institutions alternatives
qui émergeraient et pourraient directement renverser leur gouvernement. That emerge that would directly topple our government. And a Communist Party cannot survive in these. Et le Parti communiste ne peut pas survivre dans ces situations, dans cette dynamique. Donc je ne pense pas que la Chine devrait faire cela, et je ne pense pas que la Chine le ferait. Quant à la direction que prendrait l'Occident, c'est difficile à prévoir. Qu'il s'agisse d'une lente agonie ou d'une amélioration politique, je n'en sais rien. Mais oui, l'ascension de l'Asie est inarrêtable, et elle devrait l'être, car la majorité de la population mondiale s'y trouve. Donc, si vous pensez que, vous savez, 300 à 400 millions de personnes devraient avoir une part plus importante du gâteau mondial que 1,5 milliard de personnes en Asie du Sud, c'est extrêmement déraisonnable. Ainsi, je pense que l'ascension de l'Asie est certaine. Où iront les États-Unis? Je l'ignore. Where the US would go, I don't know. Yeah, and it's a good thing. It's a good thing. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Avoir non seulement quelques centaines de millions, mais quelques milliards de personnes dans la classe moyenne et le poids économique qui en découle, c'est une bonne chose. Donc je pense que nous devrions nous en réjouir. Et Jyotishman, tu fais partie de ceux qui nous tiennent constamment informés de ce qui se passe. Les personnes qui veulent te suivre devraient bien sûr suivre ta chaîne, India and Global Left. Y a-t-il d'autres endroits où tu publies, où les gens peuvent te retrouver? Where you publish or where people should find you? We have started a Substack. Nous avons lancé une page Substack où nous publions nos analyses approfondies de l'actualité mondiale. Alors n'hésitez pas à vous y abonner. Notre chaîne YouTube est notre principal canal et nous avons plusieurs comptes sur les réseaux sociaux liés à notre chaîne YouTube que vous pouvez retrouver là-bas. Donc oui, c'est notre principale plateforme, India and Global Left. That's our main platform, India and Global Left. Je mettrai le lien dans la description. Et Jyotishman Mudaliar, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thanks so Merci beaucoup, Pascal. C'était une conversation vraiment agréable. Really nice conversation.